faut arrêter de jouer les kékés. D'accord. Il faut se dire, il faut être humble, modeste. On s'enrichit pas quand on tient un bar. Moi, j'essaie de faire en sorte que les prix soient pas trop élevés parce que je sais très bien que j'ai face à moi des gens qui sont au RSA, qui ont le droit d'aller au café comme les autres. J'ai pas une clientèle qui boit que des whisky machin. Ouais. Ils comprennent pas que je vende pas du Red Bull. J'ai dit ça me bouffe la tête, des espèces de trucs comme ça. En fait, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis d'une autre époque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Voix Off. Aujourd'hui, j'accueille une invitée de marque puisqu'il s'agit de Claudie Praderol, donc Claudie du Champeau pour celles et ceux qui connaissent. Je voulais vous remercier évidemment toutes et tous pour le nombre de vues et l'engouement qu'il y a au niveau de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, il y en a de vraiment très cool, tous très différents. Je vous invite aussi d'ores et déjà à faire juste une petite pause, à vous abonner, à mettre un petit j'aime parce que ça m'aide beaucoup pour la chaîne. J'ai eu beaucoup de retours de personnes dans la vraie vie, mais après les commentaires voilà, sur YouTube, sur Instagram et autres, surtout n'hésitez pas à en mettre parce que c'est pas grand chose, ça coûte vraiment juste quelques instants, mais moi ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, merci beaucoup de jouer le jeu. Alors aujourd'hui, on accueille du coup Claudie qui va venir nous raconter un petit peu son histoire avant le fameux bar Champollion et puis également voilà tout ce qui s'est passé pendant ces plus de 40 ans. Elle va nous expliquer un petit peu son parcours. On l'accueille dès à présent, c'est parti. Bonjour Claudie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon demande d'interview. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. On va essayer peut-être de retracer un peu votre parcours. Vous êtes une personne qui est assez emblématique de Figeac pour le fameux café Champollion. N'exagérons pas. Non, en fait, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très contents quand je leur ai dit qu'il y aurait un épisode dédié à Claudie du Champeau. Donc moi aujourd'hui, en fait, ce que je voulais, c'était essayer de retracer un petit peu votre parcours déjà avant le Champeau. Après, voilà, raconter un petit peu l'histoire, parce que ça fait plus de 40 ans, vous nous raconterez peut-être que vous êtes monté avec ce fameux café. Et puis après, on fera peut-être un petit échange ça et là avec quelques questions sur la vie figeacoise, sur aussi potentiellement ce que c'est qu'aujourd'hui que de tenir un bistrot. J'ai vu pas mal de documentaires où il y a les bistrots. Il y en a de moins en moins malheureusement parce que peut-être phénomène de société, on en reparlera. Mais déjà pour commencer, est-ce que en quelques mots vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas, même si je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Alors, je suis née dans un village aveyronais qui s'appelle Loupiac. Je suis née en 1952, ce qui veut dire que je vais avoir 73 ans. D'accord. J'ai fait mes études au collège de Cap-Denain, puis je suis partie à Rodez, au lycée. Et là, en terminale, donc là où j'ai eu le bac en 1971, et là, j'ai donc passé un concours pour rentrer à l'école d'assistante sociale et aussi celle d'éducateur à Toulouse. D'accord. Je suis rentrée à l'école d'assistante sociale, ça s'appelait l'école psychologique et sociale interrégionale de Clermont-Ferrand. D'accord. Donc après, j'ai posé ma candidature au tribunal à Rodez. Il y avait une création de poste pour le tribunal pour enfants. Il n'y avait pas d'assistante sociale avant. Ouais. Et donc j'ai travaillé, j'ai été acceptée et j'ai donc travaillé au tribunal pour enfants de Rodez. Ouais. Je suis née en Aveyron. Vivre à Rodez, j'avais envie de voir d'autres horizons. Ouais. Et là, j'ai vu qu'on cherchait des assistantes sociales pour l'île de la Réunion à l'époque. D'accord. Et je me suis dit, ça serait très bien. Je ne savais pas exactement comment situer l'île de la Réunion. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. J'ai posé ma candidature. Et j'ai été acceptée. Donc, je suis partie à l'île de la Réunion en tant qu'assistante sociale aussi. Okay. J'ai donc fait une pause, j'ai décidé de faire une pause, je suis partie me promener un peu avec un de mes anciens compagnons qui lui était prof de philo et qui en avait ras-le-bol de faire la philo. D'accord. Donc nous sommes partis dans plusieurs pays d'Afrique, c'est-à-dire comme ça, en balade, en camion, comme ça. D'accord. Donc Soudan, Kenya, bref. Et là, je suis rentrée, on m'a proposé un poste d'assistante sociale dans en hygiène mentale, où j'ai dit non, j'ai envie d'arrêter un peu ce métier parce que je trouvais que c'était très paperasse. Enfin bon, ça me correspondait pas plus trop. Mais bon, je suis toujours quand même assez intéressée par tout ce qui est social, il faut le dire. Et là, ma sœur avait été serveuse de bar et on avait décidé de partir faire un voyage en Afrique parce qu'entre-temps, on était repartis 7 mois en Afrique toutes les deux en stop. On avait fait le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie. Bon, et nous sommes donc, on a pris ce bar en gérance.
qui était en gérance. Il y avait ce bar. On a dit pourquoi pas, on va gagner un peu d'argent pour pouvoir se payer un voyage en Amérique du Sud. D'accord. En fait, on n'est jamais partis en Amérique du Sud toutes les deux, puisqu'elle a rencontré quelqu'un. Bon, elle a pris. Oui. Elle est partie vers d'autres horizons. Les plans ont changé. Ouais. Il y a eu un peu un conflit. Donc, ce bar était à vendre. J'avais pas un rond. Ça appartenait à qui à l'époque? À la famille Moussier. D'accord. Moussier marchand d'œufs. Okay. C'était une dame seule qui l'avait, mais qui l'avait jamais vraiment exploité. Elle en avait hérité. Elle exploitait un peu, mais bon, c'était comme. Mais elle avait mis en gérance. C'est la propriétaire avait mis. Il y a eu plusieurs gérants. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai repris après la famille Carayon. Et là, j'ai décidé un coup de tête. J'avais pas d'argent, mais j'ai décidé que finalement ce métier me plaisait parce que j'aimais le contact. Après, j'avais un petit problème je savais pas trop faire payer les gens parce que moi, je venais d'un monde qui n'était pas le même. Donc, c'était compliqué. D'accord. Dans ma tête, c'était parce qu'on connaissait les gens. Parce que moi, je suis de Loupiac, j'ai fait un peu d'études à Cap-de-Vec, et puis bon, on faisait les fêtes dans le coin aussi. Voilà. Et je me suis retrouvée, j'ai décidé que j'achetais. Et ma sœur, elle est partie ailleurs, elle n'a pas voulu acheter. Donc, et mon frère est venu travailler avec moi. Lui, il fait des études au lycée agricole. Ça lui plaisait pas trop. Et voilà, donc, mon frère Patrick a fait sa carrière avec moi. Donc, il vient de prendre la retraite. Et ça, c'était il y a combien de temps? Alors, c'était il y a 45 ans. 45 ans. Puisque je suis arrivée le 1er juillet 80. Pour la petite histoire, nous sommes arrivés 3 sur Figeac. Georges Buscaille, le libraire. Ok. On a déjà fêté son départ. Philippe Bergès, l'architecte, qui a tout refait chez moi d'ailleurs. D'accord. Et moi. On est arrivés la même année. Il n'y a que moi qui suis en activité encore là, parce que les autres sont partis à la retraite. Voilà, je les vois toujours, mais bon, on était les 3, voilà. D'accord. Voilà. Et après, que vous dire de plus? Eh bien, ça a été une aventure, on va y revenir. Oui, ça a été une aventure. Donc là, on a balayé très rapidement votre parcours. Vous dites donc que vous êtes de Loupiac d'Aveyron. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du lieu de votre enfance et là où vous avez grandi? Moi, je suis restée je suis une rurale aveyronnaise. Je suis très attachée aux racines. D'accord. Et je suis la seule à habiter de ma famille, à être restée des enfants, j'ai une maison à Loupiac. D'accord. Et je vis à Loupiac. Enfin bon, j'y vis. Je vais plus à Figeac qu'à Loupiac. Mais j'aime bien le monde rural a beaucoup évolué parce que dans ce village, on le voit, il y a des tas de gens qui nous saluent, on les connaît pas vraiment, alors qu'on se connaissait toutes les vieilles familles, parce que moi je suis née là, mais mes parents étaient nés là, ma mère était née là, mes grands-parents étaient nés là, parce que c'est depuis des générations. Puis on n'allait pas chercher bien loin pour trouver un fiancé à l'époque. Ma mère avait épousé un garçon de Salvagnac. Du village de Palouin, bien sûr. Ils allaient aux fêtes à vélo et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, il y a quand même, mais je suis quand même très attachée à mon village natal. Vos parents, ils faisaient quoi comme activité? Ma mère était femme au foyer, puisque nous étions nombreux, nous avions une famille nombreuse, et mon père était marchand de bestiaux. Négociant en bestiaux, on disait, maquignon en fait. Voilà. Il est mort très jeune. À 46 ans, donc on a dû, on était 7 enfants, il n'y avait pas les aides de maintenant, mais on faisait nos études. Et on travaillait pendant les vacances. Pour pouvoir, essayer de gagner un petit peu d'argent, 3 sous, et de subvenir aux besoins. J'ai fait mes études grâce à mon travail aussi que je faisais le week-end à Clermont-Ferrand. Enfin, on travaillait le week-end, on travaillait les week-ends dans les supermarchés, on gardait des enfants, voilà ce qu'on faisait en faisant nos études. J'étais à la cité universitaire. C'était une vie difficile ou vous considérez que quand même vous avez une enfance globalement? Non, mais j'ai pas eu une enfance malheureuse. C'est toujours délicat, difficile de perdre son père quand on est très jeune. En fait, très jeune, moi j'étais au lycée. Mais après, on se contentait de peu, de très peu. On n'était pas envieux des autres, on n'était pas... Je sais pas, il y a quand même une unité dans un village, des voisins qui sont quand même, on était solidaires quand même, avec des idées de politique complètement différentes. Je voyais que de temps en temps, ça s'engueulait très fort parce que les uns étaient communistes, les autres étaient de droite, les uns allaient à l'église, d'autres pas. Mais après ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le fait qu'on est né, on vit le quotidien avec les gens quand on habite dans un village. Mais bon, maintenant, c'est plus comme ça, puisqu'en fait, avant, c'était le monde rural, c'était agricole avec... moi, j'ai toujours beaucoup aimé le monde rural. Bien sûr. Et
à cette époque-là, donc déjà, vous venez pas du tout d'un milieu aisé, même pas aisé, mais j'allais dire votre activité, vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça en fait, parce que personne dans la famille n'avait de bar, vous n'avez pas d'appétence pour ça, c'est ce que je veux dire. Pas du tout. C'est le hasard aussi qui a fait que je me suis que j'ai pris un bar. Au départ, quand j'ai passé mon bac à Rodez, j'étais aussi inscrite en sciences éco à Toulouse. D'accord. Ça supposait des études plus longues. Parce que j'étais intéressée, j'ai dit mais je lisais Le Monde à l'époque en terminale, et maintenant ils savent plus grand chose. Enfin, je ne peux pas le dire ça. Mais alors, à cette on était beaucoup plus intéressés par ce qui se passait dans le monde et tout ça. Il faut dire aussi que j'avais 16 ans en 68. Ouais. Et vous destinez à quoi, donc c'était une autre. Et ben je savais pas, mais j'étais très intéressée par l'économie, pas le côté financier, mais le côté le monde en général. Et je pense que si j'avais dû reprendre des études par la suite, c'était sociologie ou anthropologie. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup rencontrer les gens et le savoir je sais pas pourquoi on a évolué dans tel sens ou dans tel autre. Bon, c'est la grande déception à l'heure actuelle. Moi, je suis très triste à l'heure actuelle, mais bon, ça va peut-être rechanger. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, ce que vous nous disiez, c'est que vous partez donc dans ce type d'études et puis finalement, vous partez faire des études d'assistante sociale. Comment est-ce que ça a opéré, en fait, Ça s'est très bien passé parce qu'en fait, j'avais plusieurs... Vous savez, quand on passait le bac, avant de passer le bac, on passait plusieurs concours parce qu'on se disait si on va pas là, si on... bien sûr. Et donc là, j'avais la chance d'être prise à Toulouse et à Clermont-Ferrand. D'accord. Et il s'avère que je travaillais l'été au lac Chambon. D'accord. Et je m'occupais des pédalos. Et ma mère n'a pas pu me joindre parce qu'on n'avait pas de téléphone portable. D'accord. Et il fallait absolument répondre rapidement. Elle avait les deux options. Et elle s'est dit, peut-être que ça lui plaira plus d'être assistante sociale, parce que je l'ai eu après, elle avait répondu pour moi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été très contente, parce que finalement, éducateur, milieu fermé, tout ça, c'était pas trop mon domaine. Et voilà comment je suis devenue assistante sociale. Mais oui, j'ai aucun regret de ma vie. J'ai toujours été aussi célibataire, sans enfant, j'ai jamais voulu me marier. Bon, j'ai fait beaucoup de rencontres, des biens et des moins bien, on s'en fout. Mais la vie, elle est aussi comme ça. J'adore l'aventure. J'adore rencontrer des gens qui ont des parcours complètement différents du mien, qui ont des idées complètement différentes. Le pourquoi aussi les gens en arrivent à vivre comme ça. Ça nous renvoie toujours des choses positives. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr, ça nous fait évoluer. Et alors, vous dites que vous avez travaillé, vous occupiez des pédalos, du coup, pendant l'été? Oui, pendant l'été. Dites-nous en plus. Oh, mais non, je me rappelle plus. Parce que mon oncle et ma tante habitaient à côté de Clermont-Ferrand. D'accord. Et ils avaient ils étaient directeurs mon oncle était directeur d'une petite coopérative laitière très familiale, très artisanale. D'accord. Et le week-end, j'allais les voir, ils étaient très sympas avec moi, vraiment. Et on retournait les fromages et tout ça. Bon, alors pour les vacances, ils m'ont trouvé ce job et c'était sympa parce qu'ils connaissaient du monde. Moi, je connaissais pas grand monde. Ça a dû vous faire rencontrer aussi du monde. Mais oui, mais c'est le milieu des vacances, le milieu mais c'est pas comme maintenant, les saisonniers. Bon. Ça va. Mais j'ai toujours aimé travailler quand même. Ça m'a jamais posé problème de me lever le matin, de travailler. J'ai 73 ans bientôt. Ça me gêne pas de me lever pour venir travailler. Ça fait partie intégrante un peu de votre personnalité. Oui, mais je suis aussi issue d'une famille de gens qui ont travaillé, de grands-parents qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Mais moi, je suis pas du tout admirative. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent en travaillant très peu. Enfin, bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le côté vénal de la valeur des gens, elle n'est pas là. Bien sûr. Moi, c'est mon sentiment. J'aime les gens qui sont... Je sais pas, mais j'aime aussi la peinture, j'aime le théâtre, j'aime des choses comme ça, mais j'ai pas le temps d'aller. Ok. Mais de toute façon, enfin, moi, pour avoir du coup un petit peu regardé votre parcours en préparant l'émission, j'ai bien vu que vous aviez toujours eu un rapport social. Enfin, vous l'avez exposé déjà en début d'interview, mais il y a toujours un lien avec ce côté social qui vous suit, j'ai l'impression. Et justement, moi, ce que je voulais vous demander, c'est ensuite, donc, vous partez comme assistante sociale au tribunal pour enfants, c'est ça, si je ne me trompe pas, à Rodez. Et en plus, je faisais des enquêtes de divorce. Parce qu'avant, c'était les gendarmes qui les faisaient. Là, on m'a collé les enquêtes de divorce. Les enquêtes de divorce? Et oui, j'étais jeune. Mais c'est bien pour savoir à qui on va confier l'enfant, pour donner son avis. Mais en mode détective privé, non? Vous allez rencontrer les gens. Non, et il y a des enquêtes qui sont faites pour savoir si vraiment l'enfant, on va confier au père ou à la mère. Enfin, tout ça. C'est particulier aussi, le monde de la protection de l'enfance. Je suis très attachée à la protection de l'enfance. D'accord. Et je suis toujours très colère quand je vois ce qui se passe, comment des gens peuvent encore... Bon, il y a tous ces rapports très compliqués dans les familles, avec
avec des enfants qui se font abuser, des enfants maltraités. Ouais, et ça, sûr. c'est quelque chose qui m'interpelle. J'ai jamais eu d'enfant, mais c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Ouais. Oui, oui. Okay. Et j'hésite pas à aller faire un signalement si je sais qu'il y a un problème. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en gardez de cette époque-là? Parce que ça a dû être quand même, voilà, vous avez dû voir un petit peu de tout. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme expérience, on va dire, je pense que tout se joue dans l'enfance. Ouais. Et quand je voyais certaines familles, bon, je suis pas restée très très longtemps non plus, mais quand on voyait les antécédents et on voit que quand on regarde un peu le passé de ces familles-là, on voit qu'il y a aussi des grosses blessures, des grosses souffrances dans l'enfance. Et moi, je suis née dans une famille aveyronnaise, mais je me suis pas faite violer par le grand-père, ni par le père, ni par le voisin. Bien sûr. Je veux dire qu'on avait un mode de vie très simple. Très simple. Très simple, mais quelque part sain. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ça. Et on n'a pas vécu ce genre de souffrance. Ouais. Et je pense que c'est le plus important, il est là, c'est d'élever des enfants dans des conditions normales. Ouais. Après, bon, on se dispute toujours avec sa famille. Bien sûr, ouais. Oui, mais tout les gens qu'on aime bien, on continue à les fréquenter. Ceux avec lesquels c'est difficile, ben, il vaut mieux les ignorer. Bien sûr. Voilà, on va pas se battre. Ok. Est-ce que vous avez l'impression, parce que pour être Figeacois du coup de souche, le café Champeau, on sait que c'est un café où on va croiser une multitude de personnes et où vraiment le mot, je pense, qui doit peut-être le plus qualifier, c'est le côté tolérant de la chose. J'ai l'impression que vous avez... est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous avez hérité justement de cette expérience, le fait que vous accueillez tout le monde et que vous traitez tout le monde du même égard, j'allais dire? Non, ça, moi, je vais vous dire, je respecte aussi bien les boueurs que ce que je respecterais le notaire du coin. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être servi de la même façon et tout le monde a le droit aux mêmes égards. Après, je suis féroce quand j'ai affaire à des gens qui viennent me vendre de la coque devant la porte ou qui veulent se battre, parce que je n'ai jamais compris. Ouais. Mais je veux dire que, je sais pas, c'est ma nature, je pense, mais je suis pas la seule, je crois qu'on est nombreux dans ce cas. Après, il y a des choses qui me choquent. Le racisme, vous voyez, les choses comme ça, je comprends pas. Ouais. Mais parce que c'est aussi le fait que, après, c'est pas, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, de croire ce qu'ils veulent, bon. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à vivre en bonne intelligence, c'est-à-dire à se respecter. Alors après, vous pouvez avoir le même taré chez un musulman que chez un catholique, vous voyez, moi je suis pas de branché religion, mais je m'aperçois que finalement, quel que soit le niveau intellectuel, social, quelle que soit la religion, on a toujours des gens qui sont super, il y a et des gens qui sont... il y a de tout. Ah ouais, non, bien sûr. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose, moi je trouve qu'on ressent malgré tout, même si je pense que tout commerçant respecte tout le monde, c'est pas le souci, mais il y a toujours, on sait que le café du Champeau, c'est... J'allais dire, c'est pas péjoratif, mais c'est la cour des miracles. On rencontre tout le monde, quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le charme. Mais je m'énerve. Mais je vous ai vu une fois, et je me souviens très très bien, virer un type de chez vous. J'ai dit, faut pas la chauffer trop parce qu'elle est quand même, c'est la patronne de son bar, vraiment. Non, mais c'est parce que je comprends pas. On va pas agresser les gens. Bien sûr. Mais parce que bon, moi je suis à ma 3e génération, là. Je connais les parents. On a les grands-parents de certains. Il y en a un, il vient, je dis, mais j'ai connu tes arrière-grands-parents. Alors, c'est vrai. C'est un coup dur, donc, quand vous dites ça. Ce qui me fait toujours bizarre, c'est quand ils arrivent et qu'ils me disent, mais tu m'as pas reconnu, je suis le petit-fils d'un tel. Mais je dis, excuse-moi, je t'ai connu tout petit, je t'ai pas reconnu. Ou alors, il y a ceux qui rentrent très délicats qui me disent, t'as pris un sacré coup de vieux. Et j'ai dit, t'étais pas délicat à l'époque, il y a pas longtemps, le pauvre, il avait plus de dents, il était très abîmé. Et il arrive et il me dit, mais tu es encore là, toi, mais t'as pris un sacré coup de vieux. Et je lui dis, tu étais pas délicat à l'époque, mais tu l'es pas devenu. Changé, voilà. Les autres qui vous disent, mais que tu es maigre, je vais dire, mais tu pèses 50 kilos de trop, non, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est fou, parce que les gens, ils ont pas de filtre quand même. Ils se rendent pas compte que c'est vexant. On se dit, tous les jours, on vient me demander quand je prends la retraite. Alors, je leur explique que, effectivement, je vais la prendre. Mais que s'ils sont trop fatigués de me voir, il faut aller dans une autre direction, il faut aller ailleurs. Bien sûr. Mais je dis ça, mais je les aime bien. Bien sûr. Et je suis quand même, ce qui me pose le plus problème, c'est que je vais toujours aux obsèques de mes clients. Sauf si exceptionnellement, on peut pas me remplacer. Et j'ai toujours très mal au cœur. Je comprends. Partant des gens avec qui on a eu des conflits terribles. Il y a des gens que j'ai mis dehors pendant 1 an, 2 ans, enfin bon. Mais il y a un lien qui se crée. Parce qu'on connaît un peu, vous savez, le soir au comptoir, qui c'est qu'on a?
On a souvent des gens qui sont seuls, qui sont désespérément seuls. Ils ont des histoires avec les jeunes et les filles. Ils sont vraiment de grands séducteurs. En fait, ils sont tellement seuls que, comme l'autre jour, je disais à eux, j'ai dit, mais je comprends pas. Tu me dis que tu as plein de copines, je te vois toujours tout seul à mon compte, toi. Oh, c'est parce que j'en ai marre. On veut toujours avoir l'air d'eux, on veut paraître. C'est normal, on a toujours, on va pas non plus accepter. C'est comme les parents qui ont des enfants qui sont complètement branques, mais qui vont pas vous dire qu'ils sont branques. Ils sont victimes des agissements de leurs copains. De l'influence de leurs copains, c'est toujours comme ça. C'est question de point de vue, c'est sûr. Pour reprendre du coup un petit peu donc sur votre parcours, vous... Finalement, je bavarde. Pardon ? Je suis très bavarde. Ah, mais je vous l'avais dit, je savais que vous seriez bavarde. Pour reprendre un petit peu donc sur votre parcours, après Rodez, donc vous quittez Rodez et vous avez des envies d'ailleurs, essayer de partir un petit peu de l'Aveyron, vous partez à La Réunion. Vous décidez du coup de quitter un petit peu votre terre natale. C'est quoi qui a motivé ce changement en fait ? Mais l'envie de connaître autre chose, l'envie de rencontrer des gens, de voir d'autres paysages aussi, d'autres... Voilà. Toujours, vous y allez toujours en tant qu'assistante sociale ? Là, je suis allée en tant qu'assistante sociale, mais après j'allais à Maurice, j'allais des fois en week-end à l'île Maurice, j'allais à Madagascar. Après, bon, quand j'ai arrêté, quand je suis rentrée par le Soudan, le Kenya, tout ça, quoi. J'ai fait tous ces pays. J'adore voyager. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai pas voyagé. D'accord. Et là-bas, du avant coup, le confinement. Là-bas, du coup, à l'île de la Réunion, comment c'était la vie là-bas ? C'était en secteur, mais c'était une île. Ça doit être différent quand même par rapport à la métropole. Oui, c'est une île. Donc déjà, on a vite fait le tour. Si le dimanche, on faisait le tour de l'île en car courant d'air, on était tous là, des assistants sociaux, les copains, tout ça. On louait un car qui était un car courant d'air, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de côté. Là, il y avait un guitariste, on riait, on pique-niquait, c'était super. Mais c'était la vie de célibataire jeune et qui aimait les sorties, voilà, la plage. Et sinon après, quoi dire, d'une île, l'île, c'était une autre style de vie. Quand j'allais dans les familles, bon, j'étais aidée de travailleuse familiale. Les enfants étaient souvent c'était des familles nécessiteuses. Les enfants étaient souvent dans des cartons. Mais c'était pas des lits, je me rappelle à l'époque, mais je vous parle des années 75, en fait, comme ça. D'accord. Et alors, c'était des cases avec souvent de la tôle ondulée en ferraille. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, du zan, ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas en plastique. À moi, alors là, alors, c'est des cases. Et alors, les cases étaient souvent recouvertes de la tapisserie des cases. C'était le catalogue de la Redoute des 3-6, des pages qui collaient, ça faisait de tapisserie, c'était très drôle. Enfin, très drôle. Mais alors, ils étaient très gentils, j'en partais toujours avec un poulet vivant, j'ai jamais su tuer un poulet de ma vie, un régime de bananes, c'était mon voisin à qui je donnais le poulet. Ils étaient très sympas, mais c'était compliqué. Parce que déjà ils parlaient souvent créole, alors vous cherchiez quelqu'un, on vous disait d'un côté de pied le figue, du pied de figue, ça voulait dire le bananier. Bon, moi je parlais pas créole. Mais c'était bien quand même. Et c'était compliqué parce qu'on n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses. Le mari était souvent un peu ivre-mort devant la case au rhum basique. D'accord. Et il y avait beaucoup d'aide. On appelait ça le carnet braguette. C'était un carnet braguette parce que en plus vous aviez d'enfants et plus vous aviez d'aide sociale. D'accord. Ok. Je me rappelle de ça. Et alors c'était un jour j'arrive dans une famille, je me rappelle qui habitait pas loin de chez moi, mais c'était la cité pétrole. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait un marchand, enfin un représentant qui avait réussi à leur coller une télévision. On ne pouvait pas l'allumer puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Et moi, je gérais l'histoire de cette famille, je gérais les comptes. Alors, je peux vous dire que le pauvre marchand est revenu chercher sa télévision. Et comme quoi, il y a des gens qui se font avoir. Mais pour ça, c'était un détail par rapport. Mais alors, c'était très sympa. Parce que les dames, elles habitaient de l'autre côté de ma rue. Moi, j'avais une petite case au bord de l'eau, très simple. Et alors, le tout vent, elle venait taper. Même l'assistance, madame, même l'assistance. Elle venait taper parce qu'elle savait que je leur payais le café. Alors, on buvait le café avant de partir au travail. On dit des clients du service social. C'est les familles dont je m'occupais. Mais c'était une autre façon de vivre. Là, ça a un peu changé quand même. Mais c'est vrai qu'au départ, je parle d'il y a très très longtemps, vous vous rendez compte ? Il y a 45, presque 50 ans. Après, donc, une fois que vous avez vous avez mis un petit peu entre parenthèses ou en pause, on va dire, votre carrière d'aide à l'enfance. Vous partez du coup en Afrique. Vous avez fait quoi comme pays, dans quelles conditions ? D'abord l'Inde ? Non, pas du tout. D'accord, je pars avec mon fiancé philosophe. Moi, j'ai adoré les gens, vous savez, qui étaient branchés un peu philosophie, littérature, ça me plaisait. On était à quelle période à peu près ? C'était année combien ?
Et attendez, parce que là, je sais plus, ça fait 45 ans que je suis revenue, donc ça fait une cinquantaine d'années, on est en 25. Oui, donc ça fait années 16, 17. Ouais, années 70, c'était des années un peu cool, non? Oui, moi, j'ai jamais été une baba cool. Alors, en plus, j'ai eu une chance dans ma vie, j'étais entourée de gens qui fumaient le pétard, parce qu'en fait, ça se faisait à l'époque. Ouais, et à la réunion, c'était les amals. Moi, l'odeur me donne envie de la nausée. Ouais. Et en plus, j'ai fumé une fois et j'avais les yeux au Maroc comme un lapin qui a la mixo. Donc ça va, c'était terminé. J'ai eu une chance inouïe. D'accord. L'alcool, c'est pareil. Je bois un verre de... Je buvais du gin tonic quand j'allais à la boîte de nuit. Je buvais un gin tonic. Je commençais à avoir des étoiles. J'étais assise sur un tabouret. Je pouvais plus bouger. J'ai eu une chance inouïe dans ma vie. C'est que ça ne m'intéresse pas. Non, mais je comprends. Mon organisme ne supporte pas. Ou c'est mon cerveau qui supporte pas. J'en sais rien. Bon, bref. Je comprends. Vous savez pas mettre ça dans les termes. Vous me direz. Une cafetière. Et qu'est-ce que c'est que je voulais dire encore? Eh oui, mais non, alors je pars avec mon fiancé, on part au Kenya, on part au Soudan. Là, il fallait voir dans quelles conditions. Tout était en stop du coup? Là, on n'était pas en stop, on était au Kenya, on s'est retrouvés, on a laissé passer d'abord les amis de Nada et compagnie, on a eu dû prendre l'avion une semaine après, parce que c'était prioritaire, on voyait toutes ces grosses bonnes femmes là qui quittaient le pays parce que Ouganda, c'est à côté, c'est limitrophe. Et là, après j'ai fait le Soudan et je suis rentrée. Et là, on est reparti avec ma sœur, on a fait le Sénégal, on a fait l'Espagne, le Maroc, l'Algérie. On a traversé le Tanes Rouft, toute la zone qui est occupée par les djihadistes en ce moment. D'accord. On stoppe tout ça. Et on est arrivé au Mali. Après, on a fait le Mali, on a fait le Sénégal, la Gambie, on a pu en rond. Après, on a fait la Gambie, on est rentré par les Canaries. D'accord. On n'avait plus rien, on n'avait plus d'argent, je me rappelle. Et ça a joué sur votre vision de... Voilà, parce que des fois, souvent, quand on part en voyage, on dit que ça ouvre énormément, surtout que voilà, mais vous oui, là, pas... on était avec les gens du coin, parce qu'on n'était pas dans les hôtels. Mais vous avez quand même vu des choses là-bas, peut-être qui a changé votre vision de la vie, parce que c'est d'autres façons de vivre. Ça m'a conforté dans le fait en fait, ça m'a conforté. Je veux dire, on est toujours en train de se lamenter ici. Il y a de quoi, il y a des choses qui vont pas. Et franchement. Oui, on n'est pas si mal, oui. Quand vous allez en Inde, après j'ai fait l'Inde, j'ai fait les Philippines, j'ai fait... Le dernier voyage que j'ai fait le transsibérien, j'ai fait Saint-Pétersbourg, Pékin. D'accord. J'ai horreur du froid, et c'était au mois de novembre, décembre. C'était pas bon. Ça a duré presque 4 semaines, je crois. Et avec ma cousine. Et là, c'était super, parce que bon, Saint-Pétersbourg, il faut visiter et tout. J'aime pas du tout, je reviendrai plus. Heureusement que je l'ai fait, parce que maintenant, je vais pas aller me pointer en Russie. C'est clair. En ce moment, voilà, le lac Baïkal gelé, tout ça, j'avais les pieds complètement gelés. Mais alors, c'était bien, parce que c'est un vieux train. C'est des trains qui sont pas confortables. Oui. Mais j'ai revécu ma jeunesse. Avec tous ces jeunes qui viennent des États-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud, et qui transitent par là, et qui vont après en Asie. D'accord. Et on discute avec des tas de gens, mais qui sont jeunes, qui partent, qui a un côté peut-être baba cool, mais c'est bien qu'ils partent à la découverte du monde. Moi, c'était drôle, c'était très drôle. Puis on rencontre plein de gens dans un train comme le transsibérien. Mais c'est très rustique. On mange des trucs lyophilisés, on a le samovar, alors là, on va se faire du thé, des machins. Ce thé, on peut pas se doucher. Mais c'est pas grave. Bien sûr. Après, ce genre de rencontre... Il y a des petites toilettes avec un petit robinet, là, c'est rigolo. Et ce genre de rencontre, moi je trouve que ce qui est bien pour avoir un peu voyagé aussi, c'est le côté un peu éphémère de la chose. On est vachement plus décomplexé du coup, parce qu'on sait que potentiellement on se recroisera jamais. Et du coup, on partage un peu sur nos vies, on s'ouvre un peu plus facilement, je trouve. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que j'ai aimé beaucoup Cuba aussi. J'y suis allée 3 ans de suite. Bon, je parle un peu espagnol. D'accord. On a aussi, je pense qu'il y a aussi la barrière de la langue. Ouais, bien sûr. La Chine, ça me dit rien, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Bon, moi je baragouine, mais je parle quand même espagnol, anglais, donc ça me permet de faire un peu l'Amérique du Sud aussi, parce que j'ai fait aussi l'Argentine, le Pérou, tout ça. Mais voilà, mais je partais après 5 semaines, c'est tout. Et maintenant, plus je vieillis, moi je peux partir, c'est quand même malheureux. Ça reviendra peut-être un jour. Quand j'aurai vendu. D'accord. Là, je vais repartir. Après, donc du coup, si on reprend un petit peu le parcours, donc vous voyagez un petit peu, vous allez à droite, à gauche, et puis vous revenez ici avec votre sœur à Figeac. Avant de partir en Amérique du Sud. On devait partir en Amérique du Sud. D'accord, ok. Voilà, on a pris ça en gérance pendant 1 an et demi, je crois 2 ans. Parce que c'est votre sœur qui travaillait ici, en fait, c'est ça, qui travaillait au Champeau à la base? Comment vous avez Non, c'est on a su que ce bar était en gérance. Elle avait été serveuse de bar. Elle avait été au Palais à l'époque. D'accord. Elle n'était pas du tout du même milieu que moi. Enfin, milieu aussi, puisqu'on est ça. Mais du même, je veux dire, professionnellement parlant, elle avait déjà bossé dans les bars. Ok.
Et donc, on a rencontré un gars qu'on connaissait qui s'était installé, un Parisien, s'était installé comme cordonnier. Il dit, mais il y a ce bar en métro en Gérance. Bon, il a fallu voir comment c'était. Ouais. On a dit, pourquoi pas. Bon, on s'est entendu avec la dame qui avait ce bar. Et puis, on l'a pris en gérance. Et puis, il était en vente. D'accord. Bon, ma sœur ayant rencontré son compagnon, j'ai décidé que je l'ai acheté. Et je l'ai acheté, mais il fallait faire des travaux après et tout. Mais c'était un travail. Et voilà. Bon, il y avait un poêle à mazout percé dans le café. Il y avait... c'était rigolo. Non, c'est pas rigolo. Et on avait aussi des locataires en haut, des vieilles chambres. C'est des gens qui revenaient, qui faisaient des chantiers. Il y avait Espagnols, Marocains, Portugais, qui faisaient des chantiers et qui avaient des chambres en haut qui louaient au mois, mais qui étaient vétustes, qui avaient un poêle. Enfin, bon, c'était... Là, c'était quelque chose aussi quand ils se mettaient à se disputer. Et bon, voilà. Et puis après, donc, j'ai fait un crédit, j'ai refait tout, et puis je suis restée là. J'ai vu dans un groupe, alors si je peux, je ferai afficher sur l'écran une photo d'archives que j'ai trouvée dans un groupe Facebook et je citerai les sources. Mais j'ai vu que une photo, en tout cas, de ce bar qui datait déjà des années 60. Est-ce que vous savez depuis quand est-ce que ce bar... mon arrière-grand-père venait livrer. D'accord. Des barriques de vin de Loupia, vous imaginez, c'était le grand vin de l'époque. Il paraît qu'il venait livrer ici dans ce bar. Il date de très 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 longtemps. D'accord. Avant les années 60 du coup. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bon, j'essaierai de trouver si je peux, je ferai afficher. C'est très vieux. Toutes les informations. En fait, il a été fait à la place du Mazel. Mazel, c'était la halle à viande. C'est pour ça qu'il y a ces arrondis comme ça. D'accord. Et c'était les bouchers qui étaient là. Quand on dit à la campagne Foselle ou Moselle, je crois que c'est un patois, mais qui n'est pas du côté de l'Aveyron, mais plutôt du côté du Lot. Ça veut dire on tue le cochon. Et le Mazel, c'était la viande. D'accord. Et il y avait ils tuaient les animaux pas loin, enfin, en descendant, je crois, à côté du Viguier du Roi. Voilà. Mais ça s'appelait Champollion. Moi, je ne l'ai pas baptisé Champollion. C'était déjà comme ça, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, en 45 ans, du coup, qu'est-ce qui a changé? Alors, on discutait plus de politique, on s'engueulait, c'était plus, on avait l'impression quand même que les gens venaient pour plus discuter. D'accord. Maintenant, ils sont sur leur téléphone, ils discutent plus vraiment. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'ils s'intéressent pas beaucoup. Enfin, quand je dis politique, c'était aussi bien sur la politique locale que nationale ou que départementale. Au moment des élections, tout ça, c'était assez chaud quand même, au niveau des discussions. Mais après, bon, moi j'ai une clientèle sympa quand même, je l'aime bien. Et ils sont... on peut faire des commentaires, ils vont dire que je suis très mal habillée aujourd'hui, si j'ai oublié d'enlever mon pyjama, ou ce qui c'est qui m'a coiffée, et moi je peux aussi leur renvoyer la même chose, en disant, mais t'as vu la gueule que tu as, il faudrait enlever cette barbe, j'aime pas les barbus, alors je leur dis, ils font que rire. C'est dommage pour moi. Mais non, les barbus, je veux dire. Les grosses barbes. Oui, les grosses barbes. Bon, je veux dire, ça se fait quand même, on discute entre nous. Est-ce que vous vous souvenez de la première semaine, le premier jour ou le premier mois où vous avez ouvert? Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période-là? Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu? Mon premier client, je suis allé l'enterrer, on était deux à l'enterrement, je suis arrivé avec mon pot de fleurs. Il s'appelait Robert Harari. Il était incroyable. On avait des chaises rouillées à la terrasse avec des tables rouillées. C'était vraiment le bistrot limite. D'accord. Et ce monsieur arrive et il nous regardait. On était deux filles, pour lui jeunes. Mais on voyait qu'il était malheureux. Enfin, qu'il avait une vie c'était pas joyeux. D'accord. Et en fait, je me rappelle qu'il était assis à la terrasse et on voit qu'il a le pantalon qui est attaché avec une ficelle. Ça, vous le mettez pas dans l'interview. Avec une ficelle pour attacher les bottes de paille. D'accord. Il est resté mon client jusqu'au bout. Ouais. C'est extraordinaire. Bien sûr. Et il habitait là, juste à côté à la fin. Alors après, quand il arrivait qu'il n'était pas bien habillé ou autre, je lui dis, Robert, il faut faire quelque chose. Hein. Mais on l'a toujours respecté, il nous a toujours respecté. Ouais. Mais c'était mon premier client. Je m'en rappellerai toujours. Et c'est marrant parce qu'il est resté jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'était mes premiers. Alors, une fête extraordinaire, c'était la première élection de Mitterrand. D'accord. On avait commencé le matin. On avait un vieux rideau pourri qu'on ne pouvait pas tirer. Et ben, on a travaillé toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. C'était un flux de jeunes qui arrivaient. Ouais. Oui, c'était drôle, ça aussi. Comment est-ce que vous expliquez que un bar comme le Champoux que vous tenez depuis près de 45 ans, si je me trompe pas,
Comment est-ce que vous expliquez que ça tienne autant dans le temps et que les gens sont et qu'il y ait aussi une clientèle aussi éclectique, que ce soit au niveau de l'âge, des origines, etc. Comment ça se fait que ça tient autant de temps alors qu'on voit bien que des fois les bars aujourd'hui ça ouvre, ça ferme. Non, il faut arrêter de jouer les kékés. D'accord. Il faut se dire, il faut être humble, modeste. Je veux dire, on s'enrichit pas quand on tient un bar. Quand on le tient de façon, je veux dire, moi, j'essaie de faire en sorte que les prix soient pas trop élevés parce que je sais très bien que j'ai face à moi des gens qui sont au RSA. Qui ont le droit d'aller au café, comme les autres. J'ai pas, je veux dire, j'ai pas une clientèle qui boit que des whisky machin. Ouais. Ils comprennent pas que je vende pas du Red Bull. J'ai dit, ça me bouffe la tête, des espèces de trucs comme ça, le Jägerbaum. Du Jäger. Du Jäger, ouais. Tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis d'une autre époque. Si on n'aime pas les gens, il faut pas le faire. Ouais. Parce que si on commence à être fatigué dès qu'il y en a un qui vient nous raconter ses problèmes, moi, il y a des gens qui me racontent la même chose depuis des années. Et ça continue. Voilà, j'ai un gars un jour qui est arrivé qui m'a dit, tu as été assistance. Comme ça, je me rappellerai toujours. J'ai dit assistante 2. Et sociale. Écoute, je suis allée au tribunal, mais je comprends pas. Il m'étale tous ses papiers, le jugement, de divorce. Alors, je lui explique, bon, la mesure d'AMO, tout ça, parce qu'il y avait une mesure d'AMO, c'est-à-dire d'action éducative pour un enfant qui se déchirait. Donc, on a essayé de stabiliser un peu le truc. Ils avaient pris le juge des enfants avait pris une mesure d'aide, d'accompagnement. Il replie tout son truc, il me dit, mais finalement, mon avocat, il m'a dit la même chose. J'ai dit, ton avocat est plus compétent que moi. Moi, je suis le pire truc. Que des trucs comme ça. Mais en fait, il voulait avoir une deuxième version des faits. Mais après, pourquoi? Parce que, oui, je dis, bon, moi, je suis pas une... Je vais vous dire, il y a une chose qui me choque. Quand on a des établissements comme les nôtres, des bistrots ou quel que soit le commerce, il faut arrêter d'afficher son fric. Ouais. Qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a souvent pas. Il faut le savoir. Quand on veut l'afficher. Alors, on montre sa voiture, on a face à nous des gens qui viennent tous les jours, qui, grâce à eux, nous vivons. Il faut le savoir. C'est eux qui nous apportent leur argent. Bien sûr. Donc, il faut se dire une chose, c'est que c'est un peu méprisant que de leur dire, moi, je peux me balader, moi, je peux frimer avec l'argent que toi, tu m'amènes. Et je trouve que c'est pas la peine de faire voir aux gens qu'on a peut-être plus de facilité qu'eux. J'aime pas le luxe. D'accord. J'aime les belles choses, mais j'aime pas le luxe. Je vis dans une petite maison de campagne, tout à fait ordinaire, que j'ai acheté parce que j'aimais bien la dame qui était là, et ça me rappelait ma jeunesse, mon enfance. Elle n'avait pas l'électricité de la maison. Elle avait la cheminée qui fumait, mais elle nous donnait des bonbons. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui vivent comme ça. Okay. Voilà. D'accord. Bon, peut-être que je fais partie d'une autre époque. Peu importe. Non, mais j'ai quand même l'impression que globalement, il y a certains secteurs, typiquement, quand on part typiquement, on tient un bar ou un café, etc., où en fait c'est un peu une extension de nous-mêmes, parce que je pense que vous avez quand même laissé beaucoup de votre temps, de votre énergie, et si ça fait pas partie de vous, ça fait forcément partie de vous en fait pour s'y impliquer. Quand d'ailleurs je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, après autant d'années et après avoir passé autant d'énergie finalement à travailler là-dedans, est-ce que vous avez l'impression d'être passé à côté de choses peut-être dans votre vie perso? Je suis passé à côté de spectacles, je suis passé sûrement à côté de vie d'histoire sentimentale qui aurait pu durer parce que j'aurais pu. J'ai pas envie de rester avec un fiancé en train de regarder la télévision. Non, ça ne m'a jamais passionné. Non mais franchement, j'ai rencontré plein de gens intéressants, mais même dans ma vie privée, je veux dire. Mais après, je pense qu'effectivement, je serais peut-être plus restée avec eux si j'étais restée fonctionnaire. Ouais. Parce que l'autre en face, il comprend pas forcément que vous travaillez jusqu'à 2h du matin, que, vous voyez ce que je veux dire, que vous alliez pas à la fête de machin, ou... Non. Après, ils vivent différemment de moi. Tous nos restaurateurs et tous nos cafetiers, ils sont sympas. Moi, j'en vois beaucoup. Mais il faut arriver à telle heure pour manger. Moi, le nombre de fois, quand j'ai attendu des gens qui me téléphonaient à 2h et quelques pour un paquet de cigarettes venant de Cap-de-Noc ou de la Capelle Marival, assise devant ma porte avec mon employé en train d'attendre qu'ils arrivent pour acheter le paquet de cigarettes. C'est incroyable. C'est pas l'argent, mais c'est... Et moi, je me rappellerai toujours ceux de Cap-de-Noc. On arrive, j'ai dit, c'est pas comme des malades, ils arrivent à 4. Moi, acheté 2 paquets de cigarettes. Ça faisait 20 minutes que je les attendais, mais ils m'ont embrassé, tous les 4 m'ont embrassé. Mais c'est rigolo. Ça fait des bons souvenirs. Oui, mais bon,
c'est vrai qu'il faut être disponible. Bon. Oui, c'est si vous avez un copain qui vous attend à la maison, ça coince au bout d'un moment. Voilà. Il y avait une question que je voulais vous poser absolument. Quand on connaît le café Champeau, il y a quand même un plat emblématique que tout le monde connaît, c'est le croque-monsieur de chez Claudie. Je crois que c'est mon frère qui a eu l'idée de faire des croque-monsieur, c'est pas moi. D'accord. Je suis pas du tout cuisinière. D'accord. Et alors pourquoi le croque-monsieur et pourquoi ne pas avoir développé un peu plus la gamme et être devenu en fait une brasserie finalement? Alors j'ai acheté un hôtel-bar-restaurant. Oui. Je suis toujours restaurant, mais je fais pas la restauration parce que déjà il faudrait une cuisine. En plus, j'ai jamais été très branchée cuisine. Les autres, ils n'arrêtent pas de parler de leurs recettes. Moi, j'y connais rien. Ça m'intéresse pas du tout. Mais bon, il faut pas que je le dise. Mais j'aime bien manger quand même. Non, mais parce que c'est resté comme ça. Et puis bon, sinon après, ça suppose du personnel en plus. On est quand même nombreux. En été, on est 14. Ah oui. Il faut arriver à payer tout le 14 monde. personnes pour faire tourner. Eh bien, il y a 2 femmes de ménage. Et là, en ce moment, on doit être 8 ou je sais plus combien on est, parce qu'il y a les cartons, les mains. Est-ce que vous êtes ouvert tout le temps, en fait? Non, alors nous, on a un problème, c'est qu'on a une amplitude. C'est pour ça que celui qui va me racheter, il va pas du tout fonctionner comme moi. Il y a quelqu'un qui arrive à 6 heures pour faire le ménage. D'accord. Et on en part à 2 heures, voire 3 heures du matin, tous les jours, toute l'année, sauf le 25 décembre. Et encore cette année, on a fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Avant, on ne fermait jamais. Je faisais toutes les nuits de Noël et toutes les nuits du 1er de l'an jusqu'à 5 heures du matin. On avait des autorisations autres que maintenant. Maintenant, la fête de la musique, on a 2 heures du matin. Oui, c'est vrai, ouais. Et la fête de Figeac, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Autre question, est-ce que c'est compliqué d'arriver à gérer sa vie perso quand on a un métier aussi prenant? C'est impossible. J'arrive au mariage, ils sont au dessert. Moi, dans ma situation actuelle, je pense que les autres vivent différemment. Parce qu'ils pensent, si vous voulez, moi je suis de la génération, on passe d'abord travail et après loisir. On prend des loisirs quand on a bossé, quand on a les moyens de se les payer. Moi, il faut que tout soit payé, mes employés, tout, et qu'après, voilà. Mais je suis carrée avec mes employés, ils vous diront que je suis hyper chiante. Parce que je trouve qu'ils ont un vocabulaire qui va pas. On n'a pas une meuf, mais on a une dame ou un monsieur quand on est en service. Et on parle pas comme ça. On n'est pas des gonzesses, et il y a plein de choses qui me choquent. Et pourtant, je suis née dans un milieu rural, à Véronnay, mais dans le monde rural, on parlait pas comme ça. Si on parle d'avenir, est-ce que vous pensez que le café Champollion survivra sans Claudie? Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables. Je ne suis pas indispensable. Non mais parce que ça nous paraît incroyable un café Champeau sans Claudie, quoi. C'est ce que je veux dire. Non mais je suis pas la seule. On est nombreux à travailler là, mais on est plusieurs. Après, je pense que ça sera complètement différent. Alors, je suis un peu chiante. C'est que j'aimerais avoir un repreneur qui accepte le mec qui boit qu'un café et qui passe l'après-midi là, l'autre qui fait les sympas dans le café parce qu'il est autiste. Bon, je ne sais pas comment dire. J'aimerais bien trouver des gens qui sont un peu avec cet esprit-là. Aussi passionnés. Parce que vous êtes la commerçante la plus ancienne installée sur Figeac. Oui, je pense que je suis maintenant. Oui, je suis la doyenne. Mais après, bon, ça ne veut pas dire que je fais mieux du commerce que les autres. Il y a des jeunes, regarde Nelly Rockley et compagnie. Moi, je les trouve très sympas. Bien sûr. Eux, ils savent, ils se la jouent pas, quoi. Ils sont gentils avec tout le monde. C'est ça le problème. Mais j'aime pas les gens qui vous regardent de haut. Bon, vous êtes aussi respectés si vous buvez un café qu'une bouteille de champagne. Bien sûr. Évidemment que vous allez plus me rapporter mais c'est, je pense que cette relation, elle a pas lieu d'être. Voilà ce que je pense. Je comprends. Si demain tout s'arrêtait, est-ce que vous regretteriez de pas vous être, mais peut-être arrêter plus tôt, partir en voyage parce que c'est quelque chose qui vous passionne? Non. Mais j'ai pas trop de tendance à regarder derrière. Vous vous rendez compte le nombre d'années que j'ai à vivre? Écoutez, j'ai ma voisine à Loupiac, elle va avoir 103 ans cette année. Et je lui dis, vous êtes plus droite que moi, j'en ai 30 de moins. Elle est incroyable, cette dame. Elle était agricultrice, donc elle a travaillé et tout. Et elle est encore positive. Et moi, je me dis, malgré tous ces gens qui vivent, il faut quand même il faut avoir un peu d'espoir que ça va se ranger, il me semble que si tout le monde baisse les bras, on est foutu. Bien sûr. Et moi, j'ai pas de toute façon, j'ai aucune importance. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. J'ai que des neveux, des nièces. Bon, j'en ai que j'aime beaucoup, d'autres beaucoup moins. Mais ça, j'ai l'impression que votre vie, c'est un feuilleton quand même. J'ai un problème, c'est que j'ai dit trop ce que je pense. Et ça va pas. Mais c'est ce qui plaît aussi peut-être les gens, c'est ce qu'ils aiment aussi de vous peut-être.
sais pas, ils disent que je suis en colère. Ils savent que je veux de mal à personne. Ouais. Dernière question, qui est la question emblématique que je pose à tout le monde en fin d'interview. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Claudie, pour l'avenir? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de positif et de Je voudrais devenir centenaire et en bonne santé. D'accord. Centenaire. Tout le monde me dit que c'est pas possible. Je suis déjà toute tordue, j'ai des rhumatismes, j'ai tout qui cloche. Et plus que centenaire, je ne voudrais pas mourir. D'accord, ok. Donc je peux vous souhaiter ça. Claudie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venue pour répondre à mes questions. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Je suis très très content d'avoir reçu Claudie. C'était une superbe interview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas évidemment de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner et puis de laisser un commentaire, surtout très très important. Ça aidera beaucoup la chaîne. C'était Anto, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.